C'est inévitable. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis entouré d'amour. Imaginez, soudain, vous aimez quelqu'un plus que vous-même. C'est du jamais vu pour moi. Celui qui rendait le bégaiement sexy trébuche désormais dans la vie elle-même. Hugh Grant, cet Anglais à la chevelure indisciplinée qui a fait de la maladresse un art, a bâti sa carrière sur le rôle du charmant Benet qui finissait toujours par conquérir le cœur de la belle. Mais voici l'ironie cruelle que personne n'avait vu venir. L'acteur qui a fait croire à des millions de personnes en l'amour a passé des décennies à le fuir, sabotant toutes ses chances de bonheur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à détruire. À 65 ans, entouré de richesses et père de 5 enfants de 2 mères différentes, il vit ce qui devrait être ses années d'or. Mais ceux qui le connaissent disent que la flamme s'est éteinte depuis longtemps. Qu'est-il arrivé à l'homme qui possédait autrefois tout? Et pourquoi a-t-il passé sa vie à tout détruire? Né le 9 septembre 1960 à Hammersmith, à Londres, Hugh John Mungo Grant a grandi dans un monde de privilèges et de politesse propre à la classe moyenne supérieure. Son père, James Murray Grant, vendait des tapis après une carrière militaire, tandis que sa mère, Finvola Susan McLean, enseignait le latin et le français dans une école publique de l'ouest de Londres. La maisonnée était très britannique, faite de retenue et de stoïcisme, où les émotions étaient quelque chose qu'on gardait sous clé comme la belle porcelaine. Le jeune Hugh fréquenta la prestigieuse Latimer Upper School avant d'intégrer le New College d'Oxford pour y étudier la littérature anglaise. C'est là, parmi les flèches élancées et les jeunes passionnés de théâtre, que son insécurité commença à se cristalliser. Ses amis de cette époque se souviennent de lui comme d'un homme d'un humour mordant, mais étrangement distant, capable de charmer une salle tout en gardant ses distances avec autrui. Il intégra la troupe de théâtre de l'université d'Oxford et découvrit qu'il pouvait se cacher derrière des personnages plutôt que d'être lui-même, une astuce qu'il allait utiliser pendant les 40 années suivantes. Après avoir obtenu son diplôme en 1982, Grant s'est lancé dans le monde impitoyable du cinéma professionnel sans aucun atout, si ce n'est un accent chic et des pommettes saillantes. Son premier film, Privileged, tourné alors qu'il était encore à Oxford, a disparu sans laisser de traces. À la fin des années 1980, il enchaîna les petits boulots anecdotiques à la télévision et au théâtre, ce qui lui permettait tout juste de payer le loyer d'un appartement miteux à Londres. Son rôle dans Maurice, 1987, le drame historique de James Ivory, aurait dû être celui qui le révélerait au grand public, mais il passa inaperçu et, à 27 ans, il restait inconnu. À 30 ans, il songeait sérieusement à tout abandonner. Les refus étaient constants, l'argent inexistant, et contrairement à ses camarades d'Oxford qui s'étaient orientés vers la finance ou le droit, il n'avait rien à montrer de ses choix, si ce n'est le sentiment grandissant d'avoir commis une terrible erreur. 4 mariages et tout le reste. Puis vint 1994 et tout changea en 4 mots. Est-ce qu'il pleut encore? Cette réplique d'ouverture de 4 mariages et un enterrement, prononcée avec un timing parfait dans une scène matinale idéale, a propulsé Hugh Grant au firmament des célébrités à une vitesse fulgurante. Le film, dont le budget s'élevait à 4 millions de dollars, a rapporté 245 millions de dollars dans le monde entier, devenant ainsi, à l'époque, le film britannique le plus lucratif de l'histoire. Du jour au lendemain, cet acteur de 33 ans, qui peinait à percer, devint l'incarnation du fantasme de toutes les femmes. Plein d'autodérision, émotionnellement accessible et avec un accent britannique si prononcé qu'il donnait une touche de sophistication à son bégaiement. Richard Curtis avait écrit le rôle spécialement pour lui, ayant perçu quelque chose que Grant lui-même n'avait pas vraiment compris. Sa maladresse n'était pas un défaut, mais une qualité, quelque chose qui le rendait attachant plutôt qu'intimidant. L'arrivée des Golden Globes en 1995 a immédiatement suscité l'intérêt d'Hollywood pour ce nouvel acteur britannique prometteur. Le film Raison et Sentiment, 1995, le réunit, aux côtés d'Emma Thompson, et prouve qu'il est capable d'interpréter Jane Austen. Coup de foudre à Notting Hill, 1999, a poussé le concept à l'extrême. Une libraire qui sort avec la plus grande star de cinéma du monde, et pourtant, le film a réussi à le rendre crédible. Avec 364 millions de dollars de recettes mondiales, il a consacré Grant comme le roi de la comédie romantique, capable de convaincre même le public le plus sceptique. Le film Bridget Jones's Diary, 2001,
lui a permis de jouer un rôle à contre-emploi, celui du Gujat Daniel Cleaver, tout en suffisance et sans rédemption, et le public a adoré le voir être odieux. Au début de la quarantaine, Hugh Grant avait déjà joué dans des films qui avaient rapporté collectivement plus de 3 milliards de dollars au box-office. Il était, à tous égards, un immense succès. Alors, pourquoi, le 27 juin 1995, au sommet de sa gloire, a-t-il tout gâché sur Sunset Boulevard? La nuit qui a brisé l'illusion. Divine Brown coûtait 60 $. C'est ce que Hugh Grant a déboursé pour une rencontre sur Sunset Boulevard, au volant de sa BMW blanche. Et ces 60 $ allaient devenir la transaction la plus onéreuse de sa vie. La police de Los Angeles les a arrêtés tous deux pour attentat à la pudeur sur la voie publique. Et dès le lendemain matin, la photo d'identité judiciaire avait fait le tour du monde. Le voilà, le gentleman britannique par excellence. L'air à la fois coupable et provocateur, pris en flagrant délit d'une stupidité si spectaculaire que même ses plus farouches détracteurs avaient du mal à y croire. Il ne s'agissait pas d'un scandale ambigu dont on pouvait réécrire l'histoire. Les faits étaient simples, sordides et indéniables. Les conséquences auraient dû le détruire. Au lieu de cela, elles ont produit un effet bien plus étrange. Elles l'ont rendu plus célèbre. Grant était invité au Tonight Show de Jay Leno et a dû répondre à la question que tout le monde se posait. « Mais à quoi pensiez-vous » a demandé Leno. Grant, dans un moment d'une honnêteté remarquable ou d'une tentative calculée de limiter les dégâts, a simplement répondu « Je pense qu'on sait dans la vie ce qui est bien et ce qui est mal, et j'ai fait une mauvaise chose. Voilà. » Le public a applaudi. L'Amérique, il s'est avéré, raffolait des excuses. Et la culpabilité britannique autoflagellante de Grant a parfaitement fonctionné à l'écran. En quelques mois, son cachet a même augmenté. Les studios ont compris que le scandale avait opéré une sorte de magie et l'a rendu réel, fallible, humain, le parfait héros romantique avec une part d'ombre. Mais voici ce que la presse a passé sous silence et ce que Grant lui-même n'a abordé qu'indirectement par la suite. Elizabeth Hurley lui est restée fidèle. Malgré l'humiliation, le déchaînement des tabloïds et les sketchs des émissions humoristiques de fin de soirée, elle est restée la plus belle actrice de Grande-Bretagne, qui aurait pu avoir n'importe qui, a choisi de pardonner à l'homme qui l'avait publiquement insulté de la manière la plus dégradante qui soit. Cela aurait dû lui servir d'avertissement. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû prendre conscience de ce qu'il avait fait et changer de cap. Il n'en fut rien. Au contraire, cela instaura un schéma qui allait marquer les 25 années suivantes. Hugh Grant avait une capacité étonnante à se faire pardonner des comportements qui auraient ruiné n'importe qui d'autre, et une capacité encore plus étonnante à gâcher chaque seconde chance qui lui était offerte. Celui qui lui a échappé. Elizabeth Hurley a rencontré Hugh Grant en 1987. Sur le tournage d'une production espagnole intitulée Remando al Viento, à l'époque où ils étaient tous deux inconnus et en difficulté. Pendant 13 ans, ils ont formé le couple star du divertissement britannique, Bose, talentueux et apparemment parfaits ensemble. Elle l'a soutenu pendant les périodes difficiles, a célébré avec lui son succès et est restée à ses côtés pendant l'affaire Divine Brown. Ils ont foulé les tapis rouges ensemble, se sont fait rire mutuellement et, de l'avis de tous, se comprenaient véritablement comme c'est rare à Hollywood. Tout le monde pensait qu'ils finiraient par se marier. Tout le monde s'est trompé. En mai 2000, ils ont annoncé leur séparation. La déclaration officielle était polie, vague et typiquement britannique. Ils restent proches et n'ont aucun autre commentaire à faire. Pas de scandale, pas de confrontation dramatique, juste une fin discrète à ce qui aurait dû être une relation de toute une vie. Depuis, ils ont tous deux évoqué avec précaution les raisons de leur rupture. Mais le tableau qui se dessine est d'une simplicité déchirante. Grant n'arrivait pas à s'engager. Il l'aimait, de son propre aveu, mais quelque chose en lui résistait à l'idée d'une relation durable. Hurley aspirait au mariage et aux enfants, l'évolution naturelle d'une relation sérieuse. Grant, Louis, cherchait des échappatoires et la possibilité de nier toute implication, l'équivalent émotionnel de garder un pied dehors. C'est là que réside le drame. Grant savait qu'il commettait une erreur, même au moment où il la commettait. Dans une interview de 2016, il a admis que ne pas avoir épousé Hurley était probablement une erreur. J'aurais probablement dû la demander en mariage et faire d'elle ma femme, a-t-il déclaré, avec ce genre de regret mélancolique qui ne change rien au passé. À ce moment-là, Hurley s'était mariée, avait divorcé, avait eu un fils et avait refait sa vie. Elle avait construit quelque chose au-delà de leur relation. Grant, quant à lui, avait passé ces mêmes années à enchaîner les aventures sans lendemain.
et à se forger. Une réputation grandissante de célibataire le plus réfractaire à l'engagement à Hollywood. Des années tumultueuses. Après Hurley, ce fut le chaos. De 2004 à 2007, Grant a fréquenté Jemima Khan, la mondaine britannique et ex-épouse de la légende du cricket pakistanais Imran Khan. Belle, intelligente et issue d'une famille très fortunée, leur relation aurait dû fonctionner. Au lieu de cela, elle a suivi le même schéma. Une connexion intense suivie d'un repli émotionnel de Grant. Khan s'est montrée diplomate dans ses interviews, mais des amis ont laissé entendre à l'époque qu'elle trouvait épuisant son incapacité à parler d'avenir. Ils se sont séparés en 2007 et Grant est redevenu le célibataire le plus convoité de Londres. Un titre qui commençait à paraître plus triste qu'ambitieux pour un homme approchant la cinquantaine. Puis est arrivé Tinglan Hong. L'actrice chinoise a entretenu une brève relation avec Grant, de laquelle est née une fille, Tabitha, en septembre de la même année. La réaction de Grant fut révélatrice. Il a reconnu sa paternité, lui a apporté un soutien financier, mais a clairement indiqué qu'ils n'étaient plus ensemble. « Je suis ravi d'être père », a-t-il déclaré au magazine People, dans une déclaration qui, paradoxalement, s'en est à la fois responsable et distante. La situation s'est compliquée. En 2012, alors qu'il entretenait une relation intermittente avec Hong, Grant fréquentait également Anna Eberstein, une productrice de télévision suédoise. Hong a donné naissance à leur fils, Felix, en décembre 2012. Eberstein a donné naissance au troisième enfant de Grant en septembre 2012. Vous avez bien lu. Hugh Grant a eu 2 enfants, nés à 3 mois d'intervalle, de 2 femmes différentes. Les tabloïds s'en sont donnés à cœur joie. Eberstein aura 2 autres enfants avec Grant en 2015 et 2018. 5 enfants au total, de 2 mères différentes, et pas une seule fois pendant cette période, Grant n'a suggéré qu'il construisait quelque chose qui ressemble à une structure familiale traditionnelle. Ce n'est qu'en mai 2018, à 57 ans, qu'il épousa enfin Anna Eberstein lors d'une cérémonie intime à Londres. La carrière qu'il en vint à détester. Tandis que sa vie personnelle s'effondrait, la carrière professionnelle de Grant s'éteignait plus lentement et sous les feux des projecteurs. Les années 2000 furent impitoyables pour le roi de la comédie romantique. Le film, musique et paroles, sorti en 2007, a engrangé un respectable montant de 45 millions de dollars dans le monde. Mais les critiques étaient mitigées et la formule commençait à s'essouffler. Avez-vous entendu parler de Morgans? Sorti en 2009, le film fut un échec retentissant, ne rapportant que 85 millions de dollars pour un budget de 58 millions, et étant éreinté par les critiques qui ont fait remarquer que voir Grant jouer le même anglais déboussolé pour la 100e fois avait perdu tout son charme. Le fiasco de Cloud Atlas en 2012 l'a vu enseveli sous un maquillage, grotesque dans ce projet passionnel des sœurs Wachowski qui a déconcerté tous les spectateurs. Grant a depuis admis avoir détesté cette expérience et s'être senti humilié par le résultat. Mais voilà, Hugh Grant détestait aussi les comédies romantiques. Dans de nombreuses interviews tout au long des années 2000, il a clairement manifesté son mépris pour le genre. Il a déclaré que les comédies romantiques étaient indignes de son talent et a laissé entendre que s'il continuait à en faire, c'était uniquement pour l'argent. C'est une image déplorable. Insultez l'œuvre qui vous a rendu célèbre, les réalisateurs qui vous ont engagé et les spectateurs qui ont acheté des billets. C'est aussi d'une honnêteté presque admirable. Grant ne supportait vraiment pas ce qu'il faisait de mieux, ce qui soulève une question troublante. Quel impact cela a-t-il sur une personne d'être célébrée pendant 15 ans pour un travail qu'elle déteste? En 2014, Grant avait pratiquement cessé de jouer la comédie. Il a déclaré plus tard qu'il était déprimé, épuisé et incertain de son avenir. L'industrie était passée à autre chose. À 54 ans, il était trop vieux pour jouer les premiers rôles romantiques et trop célèbre pour se fondre dans la masse des personnages secondaires. Il était bloqué, riche mais sans influence, voyant de jeunes acteurs s'emparer des rôles qui auraient pu propulser sa carrière s'il avait entamé sa transition une décennie plus tôt. Ces mêmes personnes qui l'avaient repoussé. Le succès exige de la collaboration, mais Hugh Grant a passé des décennies à rompre les ponts avec la même désinvolture qu'il mettait à saboter les relations. La liste des personnes qui ont travaillé avec lui une seule fois et jamais de la suite est révélatrice. Julia Roberts, sa partenaire dans Coupe de foudre à Notting Hill, a été maintes fois interrogée sur une suite ou un projet de retrouvailles. Sa réponse est toujours une version polie d'un « absolument pas ». Les personnes présentes sur le tournage se souviennent d'une ambiance tendue, où l'optimisme américain rayonnant de Roberts s'est heurté de plein fouet au cynisme britannique sarcastique de Grant.
Il se serait moqué de son salaire, 15 millions de dollars contre 7 millions pour lui, et aurait fait des remarques sarcastiques sur sa méthode de jeu. Elle a supporté cela pendant toute la durée du tournage, puis a tourné la page. Ils n'ont plus jamais travaillé ensemble depuis, malgré l'immense succès du film. Sandra Bullock a vécu une expérience similaire sur le tournage de L'amour sans préavis, 2002. Le film a rapporté 199 millions de dollars dans le monde, mais l'ambiance en coulisses aurait été tendue. Grant a admis en interview avoir trouvé l'optimisme inébranlable de Bullock épuisant, tandis que des membres de l'équipe ont laissé entendre que Bullock jugeait les sautes d'humeur de Grant peu professionnelles. L'alchimie fonctionnait à l'écran car tous deux sont des professionnels talentueux, Mice Horse Camera. Ils n'ont pas pu s'éloigner l'un de l'autre assez vite. Une fois de plus, pas de retrouvailles, pas de suite, juste un film à succès et deux stars qui préfèrent visiblement faire comme si de rien n'était. Il y a ensuite Renée Zellweger, sa partenaire dans Bridget Jones pendant 3 films, sur une période de 16 ans. On pourrait croire qu'une telle collaboration aurait engendré une véritable amitié. Pourtant, les interviews réalisées sur les plateaux de tournage dressent le portrait de 2 personnes polies, mais froides. La méthode de Zellweger, avec sa prise de poids et son travail sur les accents, contrastait avec la préférence de Grant pour l'improvisation. Au fil des années, il a tenu des propos qui pouvaient être interprétés comme un mépris pour sa méthode, tandis qu'elle s'est montrée remarquablement réservée lorsqu'on l'interrogeait sur lui en interview, une réserve qui en dit long. Ils ont tourné 3 films à succès ensemble, mais n'ont éprouvé aucune affection véritable entre eux. Le schéma est clair. Grant a travaillé avec certaines des plus grandes stars d'Hollywood, a créé une véritable magie à l'écran, puis s'est retiré, laissant derrière lui un paysage dévasté. Les réalisateurs qui ont travaillé avec lui le décrivent comme difficile et sarcastique, ce qui, dans le jargon hollywoodien, signifie insupportable. Il méprise ouvertement le genre de la comédie romantique qui l'a rendu riche et célèbre. Les partenaires qui ont sublimé ses performances, il les traite avec un mépris à peine dissimulé. C'est presque impressionnant, cette capacité à réussir dans un milieu où les relations sont primordiales, tout en affichant un tel dédain pour son entourage. C'est aussi une situation intenable, comme il l'a constaté lorsque les propositions de travail ont cessé d'affluer. Que reste-t-il à 65 ans? Hugh Grant est aujourd'hui méconnaissable par rapport au charmeur aux cheveux longs des années 1990. Les photos récentes montrent un homme qui fait ses 65 ans. Grisonnant, marqué par le temps, avec cette fatigue qui accompagne des décennies de lutte contre soi-même. Il a connu une légère renaissance dans sa carrière grâce à des rôles de composition, incarnant des méchants et des hommes moralement compromis dans des projets comme A Very English Scandal, 2018, et The Undoing, 2020. Les critiques ont été excellentes. Il a prouvé qu'il pouvait jouer au-delà des comédies romantiques, mais ce ne sont que des seconds rôles. Des apparitions ponctuelles, le genre de travail qu'on fait quand on a perdu depuis longtemps son statut de premier rôle. Le film Notting Hill a rapporté jusqu'à 364 millions de dollars. Aujourd'hui, il se contente de 6 épisodes d'une série télévisée prestigieuse. Son mariage avec Anna Eberstein se poursuit, du moins officiellement. On les voit parfois en photo ensemble, l'air à l'aise mais sans passion particulière, comme 2 personnes qui se sont installées dans un arrangement qui leur convient. Grant a 3 enfants avec elle, Dukes avec Tinglan Hong, et, de la vie générale, elle essaie d'être présente dans leur vie. Mais selon des proches de la famille, la situation est compliquée. Les enfants de Hong le voient moins souvent. Cette famille recomposée implique que les fêtes et les anniversaires nécessitent une organisation qui ressemble davantage à une fusion d'entreprises qu'à une véritable ambiance familiale. Grant lui-même a admis être devenu père tardivement et sans préparation, et que son penchant naturel pour le cynisme n'est pas idéal pour être parent. Voilà la véritable tragédie, et elle n'a rien de spectaculaire ni de scandaleux. Elle est simplement triste. Hugh Grant avait tout pour lui. Le talent, la beauté, le charme, le sens du timing et de la chance. Il a fréquenté Elizabeth Hurley, qui l'aimait sincèrement, mais l'a quitté car l'engagement l'effrayait. Il a joué dans des films que l'on regarde et dont on cite encore des répliques, puis a passé des années à se plaindre du calvaire qu'il avait enduré pendant les tournages. Il a eu de nombreuses occasions de fonder une famille selon ses propres conditions, mais il a attendu la fin de la cinquantaine pour se marier, accumulant les enfants au passage, comme quelqu'un qui ne pouvait se décider sur ce qu'il voulait tant que toutes les bonnes options n'étaient pas épuisées. À 65 ans, il est riche, respecté professionnellement pour ses récents rôles de composition. Et objectivement, il a réussi.
Pourtant, de la vie générale, il n'est pas particulièrement heureux. La lumière qui le rendait attachant à l'écran, qui faisait que le public le soutenait malgré ses défauts, semble s'être éteinte en cours de route. L'homme derrière le bégaiement. Alors, que s'est-il passé? Comment quelqu'un qui a tout peut-il se retrouver avec si peu de choses qui comptent vraiment? L'explication la plus simple serait l'autosabotage. Grant souffrirait d'un trouble psychologique profond qui le pousserait à détruire tout ce qui lui est cher. C'est sans doute en partie vrai. L'incident avec Divine Brown n'était ni un accident, ni un moment de faiblesse. C'était un choix délibéré de tout risquer pour quelque chose d'insignifiant. Le genre de décision qui n'a de sens que si une partie de vous souhaite se faire prendre. Son comportement en matière de relations, toujours à fuir dès que les choses deviennent sérieuses, suggère une peur panique de l'intimité véritable. Quant à ses choix de carrière, rejeter le genre qui l'a rendu célèbre, rompre les ponts avec ses partenaires, ils ne prennent sens que si on les interprète comme une forme de punition, soit de lui-même, soit de l'industrie qui ne l'a jamais pris au sérieux en tant qu'acteur dramatique. Mais il y a autre chose à l'œuvre. Quelque chose de plus subtil et de plus britannique. Grant a grandi dans un monde où l'honnêteté émotionnelle était perçue comme une faiblesse, la vulnérabilité comme une honte, et la réaction appropriée face à des sentiments profonds consistait dans une plaisanterie autodérisoire et un changement de sujet. Il a bâti sa carrière en incarnant des personnages qui reflétaient précisément cette vision du monde, des hommes charmants qui utilisaient l'humour et la maladresse pour éviter de se dévoiler pleinement. Le plus tragique, c'est qu'il n'a pas pu dissocier la performance de la personne. Le bégaiement qui paraissait si attachant à l'écran était en réalité un mécanisme de défense, une façon d'esquiver les conversations sérieuses. Lorsqu'il a réalisé qu'il avait passé des décennies à se cacher derrière un personnage, celui-ci avait tout englouti. Dans des interviews récentes, maintenant qu'il est plus âgé et, en théorie, plus sage, Grant laisse parfois tomber le masque. Il admet qu'il aurait dû épouser Hurley. Il reconnaît que son mépris pour les comédies romantiques était probablement ingrat et contre-productif. Il reconnaît qu'avoir des enfants avec deux femmes différentes, dans le cadre de relations qui se chevauchaient, n'était pas, selon ses propres termes, idéal. Ces moments de sincérité sont presque douloureux à regarder, car ils arrivent trop tard pour changer quoi que ce soit. Ce sont des prises de conscience qu'on est censé avoir à 35 ans, pas à 65. C'est ce genre de lucidité qui aurait pu sauver ses relations, sa carrière, son bonheur, si seulement elle était apparue quelques décennies plus tôt. Que réserve l'avenir à Hugh Grant? Probablement davantage de rôles de composition. Il excelle dans les rôles de goujat et de méchant. Des rôles qui lui permettent d'exploiter le sarcasme naturel qui faisait de lui un acteur romantique si complexe. Son mariage avec Anna Eberstein se poursuivra vraisemblablement, car quelle est l'alternative à 65 ans avec 5 enfants? Le divorce? Recommencer à zéro? Réessayer? C'est un jeu de jeunes, et Grant a raté sa chance. Trop occupé à fuir Elizabeth Hurley. Les enfants grandiront, espérons-les, moins marqués que ne le laisse supposer le passé sentimental compliqué de leur père. L'argent, Louis, ne manquera pas. La célébrité s'estompera, laissant place à cette reconnaissance particulière réservée aux stars des années 90, dont on garde un souvenir nostalgique, mais qui sont désormais oubliés. À 65 ans, Grant est resté le même, charmant, blessé, suffisamment lucide pour reconnaître ses défauts, mais pas assez motivé pour les corriger. Ce n'est pas un méchant. Ce n'est même pas particulièrement dramatique. C'est juste un homme qui avait tous les atouts en main et qui n'a pas su trouver le bonheur. Ce qui est, d'une certaine manière, plus déchirant que n'importe quel scandale.